Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Retournons un instant en 1986, l'année où le Rock and Roll Hall of Fame a intronisé ses premiers musiciens, dont les iconiques Ray Charles, Buddy Holly et bien évidemment Elvis Presley. Tina Turner était également encensie en Californie, où son étoile était dévoilée sur le Hollywood Walk of Fame. Et si vous allumiez la radio, vous seriez probablement tombé sur l'immense succès de Madonna, Papa Don't Preach. Mais pour le moment, retournons à la conversation qui a lieu dans la chambre. Le temps pour les répliques s'est écoulé. Les questions orales. Leader de l'opposition. Monsieur le Président, ma question aujourd'hui s'adresse, il sera fort heureux de le savoir, au procureur général. La question traite du rapport Birth-Jorgensen qui aujourd'hui a été indiqué. Et on a vu qu'en avril 86, le groupe de promotion pour les handicapés et les personnes âgées ont parrainé une conférence justement qui traitait des problèmes des personnes âgées et personnes handicapées. Il semblerait que Jorgensen ait participé à cette conférence. Mais il semblerait qu'il y a eu un rapport donc remis par Ms. Jorgensen. Elle a remis au ministre de la Santé, entre autres, et l'avocat pour le ministère de la Santé participait également au panel. Il semblerait également que des représentants de la division de la politique étaient là aussi et qu'eux aussi ont reçu un exemplaire de ce rapport. Alors, j'aimerais expliquer la réalité de votre ministère et du ministère de la Santé. Il semblerait qu'on ait relégué ces rapports sur les tablettes et qu'en fait, qu'on n'a rien fait. Monsieur le Président, j'essaie de mener des enquêtes au sein de mon propre ministère quant à savoir quand est-ce qu'on a reçu ce rapport. J'ai lu le rapport maintenant et on parle en termes très généraux de ces cas fort importants. Comme vous savez que maintenant, comme le trésorier l'a indiqué, il y a une enquête maintenant qui est entamée et elle est menée par la Sûreté de l'Ontario. Et j'ai demandé pourquoi on ne m'a pas indiqué que ce rapport existait. Supplémentaire. Certainement, le ministre, le procureur général pourrait reconnaître que pour pouvoir agir, c'est fort difficile de le faire maintenant parce qu'on aurait vu 6 mois qui seront écoulés entre les événements et une action. Et j'aimerais indiquer au ministre qu'il est simplement inapproprié, mais qu'en plus, ça ne reflète pas du tout les responsabilités du ministre pour le procureur et le ministre de la Santé qui ont essayé d'échapper à leurs responsabilités en tant que chef de leur section. Et en tout respect, Monsieur le ministre, ce n'est pas une bonne politique de dire ce n'est pas de ma faute, mais c'est la faute de mon personnel, ceux qui n'ont pas fait le boulot. Ma question, donc, je vous pose est la suivante. Est-ce que le ministre pourrait indiquer à la Chambre aujourd'hui que celui-ci et son collègue, le ministre de la Santé, seraient prêts à faire ce que le ministre du Travail a été prêt à faire lorsqu'il y avait certaines évidences assez claires qu'il y avait un certain besoin pour une enquête? Oui, je remercie l'honorable député qui m'a fait un petit sermon. Et ce qu'on veut savoir ici, à savoir si ça sera plus difficile de justement intenter un procès étant donné le délai. Mais j'aimerais indiquer que ce sont des organismes à titre confidentiel qui ont reçu ces rapports. Maintenant, savoir si Concerned Friends est prêt à renoncer à ce caractère confidentiel est une question. Et
certes, s'ils sont prêts à le faire, il y aurait une enquête, et s'ils ne sont pas prêts à renoncer à caractère confidentiel, alors ce sera plus difficile. Également, on a pu voir que Concerned Friends a certes parlé avec les personnes atteintes et certes, il y a eu des entretiens avec la sûreté et ceci a produit un certain délai. Et comme le leader est au courant, beaucoup des plaintes dont dispose Concerned Friends datent de plusieurs années déjà, mais seront prêts à traiter de la question comme les circonstances le demandent. J'aimerais indiquer au procureur général que nous devons nous rappeler que le ministre, en tant que procureur de la province, a une responsabilité et cette responsabilité a été en quelque sorte menacée par le truchement de son ministère étant donné un manque de gestion qui a causé que certaines allégations n'ont pas été traitées pendant 6 mois. Et j'aimerais vous rappeler qu'il semblerait qu'un collègue a indiqué que ce retard risque de rendre difficile une enquête. Et j'aimerais également indiquer qu'à cause de la décision du procureur général, qu'il y avait donc une situation pendant laquelle il n'y avait pas de procureur général adjoint et que ça a été pendant fort longtemps. Par conséquent, le procureur général doit certes essuyer une partie de la responsabilité pour son manque de décision administrative et il doit toujours tenir compte des responsabilités pour les défaillances au sein de son ministère parce que son ministère ne lui a pas parlé de cette situation à l'ordre. La question, par conséquent, que je pose au procureur général est de savoir, allez-vous lancer une enquête semblable à celle lancée par le ministère du Travail pour ce qui est de l'enquête quant à la gestion au sein du ministère? Eh bien, je ne sais pas quoi faire de tout ça. Je ne sais pas s'il faut que je pleure ou que je ris, mais ce que j'aimerais dire, c'est que le retard auquel on parle donc dans les rapports, c'est que les personnes qui ont porté plainte, qui se sont plaints auprès de Concerned Friends, l'ont fait parfois il y a quelques années. Et je pense que cela remonte à 5 ans avant même qu'on parle de cette question. Ce retard, il est certain, rend l'enquête plus difficile parce que ça aurait peut-être pu se passer, mais beaucoup de ces personnes âgées qui, en fait, ont formulé ces plaintes sont mortes au cours de ces 5 dernières années. Et la question est d'autant plus difficile que Concerned Friends, qui est un organisme tout à fait digne de ce nom, parfois ont certes accepté donc ces plaintes à titre confidentiel, mais ceci risque de rendre l'enquête d'autant plus difficile. Et l'enquête qui préoccupe le leader de l'opposition aura certes lieu, on l'a déjà entamée, et on doit voir quels seront les résultats obtenus par cette enquête. Et pour ce qui est du procureur général adjoint, il avait donc ce poste pendant un certain temps, et je trouve que ce serait là dire du mal de lui que de dire qu'il n'était pas en mesure d'assumer ses fonctions pour la courte période de temps pendant laquelle il a assumé ses fonctions. Nouvelle question, le député de Nipissing. On sait tout ce que vous voulez. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question qui a à voir avec le ministre des Affaires du Nord et la conférence qui a lieu à Sault-Sainte-Marie et qui se tient compte donc du président. Le président, qui est à ces conférences en ce moment, aurait indiqué que le rapport qui aurait été préparé au cours de la conférence n'est pas du tout à la page, manque de beaucoup de choses. Et il semblerait que c'est parce que le gouvernement ne comprend pas très bien la situation qui prévaut dans le Nord, mais également ça pourrait être dû au fait que le gouvernement, en fait, a des gens du Sud pour écrire un rapport sur le Nord. Pourquoi est-ce que alors les gouvernements a embauché des conseillers du Sud pour rédiger un tel rapport alors qu'on aurait pu s'adresser aux gens du Nord qui auraient su de quoi il s'agit? Je crois que certes, le ministre indique que
Je pense que ce n'est pas un bon rapport. Certes, c'est un membre de l'opposition, mais le cabinet a montré sa bonne foi en mettant sur pied des programmes pour le nord de l'Ontario. Et certes, ils sont tout à fait louables par tout observateur non partisan. Et certes, ça a été bien motivé et nous pensons que le rapport était tout à fait satisfaisant. Supplémentaire, le président saura que c'est une insulte aux problèmes du Nord. Ils connaissent les problèmes auxquels ils ont à faire face. Ils dépensent quelques 164 000 $ dans le Sud pour un rapport qui, en fait, nourrit un mythe que, dans le fond, le Nord, ce n'est qu'une panoplie de caillasses et puis d'arbres. Et il semblerait que cette conférence, en fait, c'est tout simplement un exercice de relations publiques. Et j'aimerais demander au ministre s'il peut expliquer pourquoi l'ordre du jour du programme n'a pas tenu compte du tourisme, l'agriculture, le transport et les économies secondaires. Si j'ai bien vu, il y a beaucoup de personnes du Nord qui participent à cette conférence. Il y a beaucoup de ministres du cabinet, le premier ministre même. Et il y a beaucoup de députés de l'opposition qui y sont, même si la plupart sont rendus maintenant. Oui, c'est louable. Mais je crois que l'ordre du jour était tout à fait approprié et que le ministre des Affaires du Nord a indiqué de façon très claire, non pas par le truchement de ses actions ou encore du trésorier ni même du gouvernement, mais également, pour ce qui est du développement à long terme, nous ne sommes pas aussi pessimistes que l'honorable député peut le dire. Franchement, vous devrez écouter à ce que le ministre des Affaires du Nord et des Mines a à dire là-dessus. Hier, on a parlé de quelques 800 millions de dollars par an ou encore 400 millions pour 6 mois. Ça a été indiqué par le trésorier. Et vous avez reconnu plusieurs fois que la relance économique qui vous a donner ces 400 millions de dollars n'est pas partagé de façon équitable dans certaines régions, par exemple en Ontario du Nord. Et si on tient compte de l'inflation, cela crée des problèmes. Mais à part ces problèmes-là, pourquoi alors dans votre état financier d'hier, il y avait-il seulement question de 800 millions de dollars, mais qu'on ne parlait pas du tout du développement du Nord et qu'on n'a rien consacré à cette question? L'honorable député fait allusion à un certain montant. Je ne suis pas sûre de ce à quoi il fait allusion, mais hier, il était question de fonds pour les municipalités du Nord et de l'Est de l'Ontario et qu'ils allaient obtenir plus maintenant pour, entre autres, les routes par le truchement du ministère des Transports et Communications. Nous pensons que c'est là une amélioration d'envergure et je suis fort étonnée que l'honorable député n'est pas heureux et qu'en fait, il n'exprime pas la reconnaissance de la part de sa propre municipalité. Nouvelle question. Nouvelle question. Le député de York South. Monsieur le Président. J'ai bien les 2 pieds sur terre. Et j'ai une question qui s'adresse au trésorier, étant donné que le ministre de la Santé n'est pas là. Nous avons dû obtenir de l'OMA un exemplaire d'une lettre qui émane de l'Association médicale de l'Ontario, qui s'adresse donc aux membres de l'OMA pour ce qui est des services médicaux. J'aimerais donc poser la question suivante au trésorier, à savoir, compte tenu de ces renseignements, est-ce qu'un médecin qui a demandé 70 $ à une personne de Thornhill pour des services médicaux fournis pendant 7 ans et 30 $ pour avoir réservé une opération pour une journée seulement. Et je me demande si cela est équitable. Qu'est-ce que le trésorier a à dire là-dessus? Le ministre de la Santé, en ce moment, est à Ottawa. Il participe à une conférence avec tous les ministres de la Santé. Et il m'a donné un exemplaire d'une déclaration que je crois il a divulguée à Ottawa.
cela traite en général, mais pas de la question précise. Et je cite ici, je suis encouragée de voir que la décision de l'OMA, pour ce qui est des frais, sont pas acceptables. Certes, cela constitue des obstacles pour les services assurés et on doit certes en tenir compte d'après la loi qui s'y rapporte. Le gouvernement va rembourser entièrement les patients qui auront obtenu ce genre de frais supplémentaires et va agir contre les médecins qui facturent leurs patients comme ça. Oui, vous avez lu certainement seulement une partie de la déclaration que j'ai également, et le ministre a tout simplement dit qu'il réviserait les principes directeurs et qu'il en discuterait encore avec l'OMA, mais il a dit qu'il avait certaines réserves pour ce qui est de ces principes. Maintenant, j'aimerais demander au trésorier la question suivante. Vous savez, les patients ne sont pas vraiment aidés par les réserves que peut avoir le ministre de la Santé. Le problème est quotidien. J'aimerais demander donc au trésorier s'il pense qu'un frais de 30 $ par quart d'heure est justifié pour les services suivants, tels qu'indiqués dans la lettre de Dr. Railton. Services téléphoniques, certificat de médecin, par exemple retour à l'école, consultation avec Allied Health Professionals, entrevues avec d'autres organisations paramédicales ou autres personnes pour un patient, conférences et enfin des entrevues avec la parenté. J'aimerais demander au trésorier s'il ne se rend pas compte qu'étant donné ce genre de lettres, non seulement n'y aura-t-il pas une mise à fin de ce genre de frais, mais qu'en fait, il y aura beaucoup plus de frais parce que maintenant, on a accordé la bénédiction par le truchement de la signature d'un document du président de l'OMA. L'honorable député me pose une question, me demande une opinion et je ne peux pas lui en donner une maintenant. Ceci, certes, me bouleverse quant à savoir ce genre de frais. Mais, quoi qu'il en soit, je pense que le ministre de l'Assentement, dans la déclaration que j'ai citée, a été précis que dans le cas où on reconnaît qu'il y a une surfacturation, on devra certes en parler au ministre de la Santé et qu'il y aurait remboursement. Et je ne vois pas comment je peux être plus clair que cela. Supplémentaire, le député de Windsor-Riverside. Oui, Monsieur le Président, j'aimerais demander au leader en Chambre. Vous vous souviendrez qu'au cours du projet de loi sur le projet de loi 94, sur le débat, donc, que l'une des choses qui ont été acceptées, c'est que l'Association médicale de l'Ontario, l'OMA, a eu à traiter donc en 78 et on n'a pas pu tenir compte d'aucun de ces règlements pour ses membres. Par conséquent, la seule façon de contrôler la surfacturation, c'est d'introduire justement cette loi. Est-ce que le leader en Chambre ne peut pas reconnaître que la seule façon de mettre fin à ces frais ridicules pour les frais non assurés, c'est d'apporter des modifications au projet de loi 94 afin de s'assurer que les médecins ne continuent pas à abuser de ce genre de système? Eh bien, Monsieur le Président, je ne suis pas prêt à être d'accord avec l'honorable député que c'est là la seule solution. Je crois que la Chambre est au courant que les négociations avec la dite association vont certes être entamées sous peu, étant donné que l'accord précédent se termine en avril. Je crois qu'on peut certes trouver un accord d'ici 87 en avril. Nouvelle question. Monsieur le Président, j'ai été présent à la conférence hier et ce matin à Sault-Sainte-Marie et la population de l'Ontario ne vote pas pour des gouvernements étant donné par le truchement des conseillers et c'est d'après ce qu'on a vu hier, ce rapport entre autres. Mais j'ai une question qui s'adresse au trésorier pour une déclaration qu'il a faite hier. Je demande s'il pourrait nous indiquer quelles seraient les séquelles pour l'Ontario méridional. Et ceci d'après certaines indications de personnes et même du gouvernement, qu'on habite dans un Ontario qui est différent de l'Ontario du Sud. Et je cite ici, une partie de l'accroissement de revenus a été affectée à, par exemple, les programmes d'agriculture, de santé et de relance économique, par exemple Suzuki, Toyota, et Toyota donc, et GM auparavant à Huntsville. Est-ce que vous pensez que
ce genre de déclaration va avoir l'influence nécessaire? Est-ce qu'on va vraiment comprendre le genre de priorité dont le gouvernement décide? Certes, hier, on a indiqué que la situation était très mauvaise et aujourd'hui, on voit le trésorier qui indique que le gouvernement sont à Ingersoll et Cambridge et non pas dans le nord de l'Ontario. Je crois que l'honorable député ici interprète mal les faits. Les déclarations du gouvernement pour ce qui est des nouveaux programmes et de l'appui de l'industrie et de la relance économique en nord de l'Ontario ont été formulées au cours du dernier budget. Et ceci offre donc des fonds importants pour le développement, le Fonds de développement du Nord. Cela vient en aide à certaines cités, certaines villes. J'ai parlé, entre autres, de Sault-Sainte-Marie. Oui, c'est le cas. Mais le fonds auquel l'honorable député parle ici sont spéciaux et c'est des fonds qui ont été affectés après le budget. Par exemple, le cas de GM Suzuki, c'est après. Également, on a vu des fonds spéciaux pour les prestations de OHIP, pour le combat des feux de forêt et les 400 millions de dollars auxquels on fait allusion n'a pas été dépensé pour augmenter les programmes qui existent déjà, mais plutôt pour traiter d'autres questions. Question supplémentaire. Le trésorier ne peut pas éviter le fait que c'est lui qui avait fait la déclaration hier et qu'il avait des fonds supplémentaires de l'ordre de 400 millions qui entraient et que cela va entraîner une augmentation de l'activité économique et des revenus. Même depuis son dernier budget, il y a eu des remerciements à Sudbury, à Thunder Bay, à Smooth Rock Falls, à Sault Ste. Marie, c'est-à-dire d'une communauté à l'autre. En fait, la situation s'est empirée depuis son dernier budget. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait aucune disposition dans la déclaration qu'il a faite hier qui concernerait la crise dans le nord de l'Ontario? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé du Nord dans votre déclaration d'hier? L'honorable député a l'impression, je pense, que cette déclaration était une espèce de mini-budget. Il n'y avait pas de déclaration concernant les dépenses. S'il y a une certaine confusion dans son esprit à propos des transferts aux municipalités et des universités, bien sûr, il y avait une espèce de financement là. J'ai bien peur que l'honorable député est victime d'une certaine confusion. Le député de Port Arthur, maintenant que le trésorier a admis que sa déclaration d'hier, malgré le fait qu'il a trouvé 405 millions de dollars supplémentaires, ne comprend rien de nouveau. Peut-il me dire quelles sont les mesures économiques que son gouvernement va prendre pour assurer que les licenciements qui ont eu lieu dans le nord de l'Ontario, de l'ordre de plus de 5 000, que ces gens-là trouvent du travail? L'honorable député lui-même doit savoir qu'il s'agit d'une question difficile. Une des choses que le gouvernement veut faire, menée par le premier ministre, qui est aussi le ministre du Développement du Nord, est en train d'avoir une conférence avec les gens du Nord en vue de trouver des solutions à leurs problèmes. Nous avons reçu des suggestions des membres de l'opposition, mais leurs suggestions ne sont pas pratiques. Ce qu'on cherche, c'est une méthode, une approche pratique pour connaître quels sont les besoins des communautés et comment et quelles mesures prendre. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Ma question s'adresse au ministre responsable des questions de femmes. Le procureur général. Si le procureur général est prêt à accepter ces questions aujourd'hui, ma question concerne quelque chose dont on a parlé hier. Hier, le leader en chambre du gouvernement a reconnu que c'était possible de mettre en pratique une partie du projet de loi 105 pour l'équité salariale dans le secteur public. Nous connaissons l'engagement du procureur général pour l'équité salariale dans le secteur public, mais je me demande s'il
fait bien son travail et recommander à cette Chambre la mise en pratique immédiate de cette loi. Comme vous étiez la vedette de la période de questions depuis quelque temps, je veux vous recommander pour le CMO. À l'ordre. Je suppose que le problème est que je trouve ces sermons un peu fatigants, mais je vais finir par m'habituer et faire de mon mieux. Je voudrais tout simplement dire que le gouvernement avait décidé quelle méthode adopter pour la mise en pratique de l'équité salariale dans le secteur public et privé. Et nous avons expliqué très clairement que nous devons traiter le secteur public avant. Et c'est pour ça que les dispositions concernant le secteur public ont été comprises dans le projet de loi. Et ceux qui ne font pas partie du secteur privé, il y a des dispositions dans le projet de loi, de sorte de règlement ou de statut. Je continue à faire ce que je peux pour encourager le ministre du Travail pour que la loi s'applique au plus grand nombre de personnes, qu'il s'agisse du secteur privé ou public. Question supplémentaire. Monsieur le Président, je voudrais d'abord m'excuser auprès du procureur général pour l'avoir obligé de se présenter en chambre 3 ou 4 fois par semaine pour exprimer ses opinions. Je sais que vous aimez bien, vous préférez discuter en cabinet, où les gens vous admirent beaucoup plus, mais nous avons d'autres responsabilités. Une de ces responsabilités que nous avons ici est plutôt que de vous remercier du progrès, du petit progrès que vous avez accompli, comme vos collègues l'ont fait. Nous sommes là pour représenter les femmes de cette province qui se demandent pourquoi vous n'irez pas loin du tout. Ma question par conséquent, à l'ordre. La question, s'il vous plaît. Ma question au procureur général, s'il veut bien l'accepter, est celle-ci. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas faire ce que vous pouvez faire et pour lequel vous avez une autorité et dire aux 29 000 femmes de la fonction publique qu'elles bénéficieront de l'équité salariale? Monsieur le Président, d'abord, j'accepte les excuses de l'honorable député. Je le remercie. Je crois qu'il n'a pas compris ce que j'avais dit. Les seules questions qu'on reçoit proviennent du chef de l'opposition. Je suis très content d'entendre que le chef de l'opposition dit qu'il va parler des intérêts des femmes. Et il doit le faire parce que les femmes ne peuvent pas faire partie de l'exécutif de son propre parti. À l'ordre. Et Monsieur le Président, à l'ordre. À l'ordre. Je croyais que tout se passait si poliment aujourd'hui. Avez-vous une réponse, Monsieur le ministre? Question de privilège. Monsieur le Président, il s'agit d'une question de privilège
est quelque chose qu'on peut rectifier rapidement pour le procureur général à propos de son accusation. Je crois que si vous vérifiez, vous allez voir qu'il y aura davantage de femmes qui font partie de l'exécutif du Parti conservateur que du Parti libéral. Il ne s'agit pas là d'une question de privilège. Réponse. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être difficile. Nouvelle question. Le député de York Sud. Monsieur le Président, ma question s'adresse au procureur général. C'est une question que je pense concerne les faits. Je ne sais pas s'il va la répondre. Il n'était pas ici en Chambre, mais il peut se rappeler qu'au cours des années, il y a eu plusieurs enquêtes en ce qui concerne les maisons pour soins infirmiers. À un certain moment, le ministre de la Santé avait nommé un prosécuteur du bureau de procureur général qui avait une responsabilité particulière et devait traiter certains cas. Je voudrais savoir si le procureur général peut nous déclarer qu'est-ce qui s'est passé en ce qui concerne ce bureau. Comme je disais plus tôt, voilà une question. Et je voudrais dire cela vaut 9,9 points. C'est une question importante, très courte, et qui voulait dire quelque chose. À l'ordre. J'espère que nous pourrons avoir une réponse de la même manière. Qui plus est, la question concerne quelque chose qui intéresse le public de l'Ontario. Je suis au courant que l'honorable député avait déclaré qu'on avait nommé un procureur pour la tâche un procureur a été nommé pour la tâche qui a été décrite. Je vais me renseigner et j'ai l'intention de présenter un rapport le plus vite possible. Question supplémentaire, compte tenu de l'intérêt du procureur général sur la liberté de l'information, je voudrais lui demander, lui poser une question très simple. Au cours de son enquête, peut-être il pourra expliquer la suppression du rapport Crittenden par le ministre de la Santé, qui était entre les mains du ministre de la Santé en mars 1986, et rapport qui comprenait des informations qui critiquaient l'exploitation de certaines maisons, de plusieurs maisons de soins infirmiers, qui mettaient en doute la qualité des soins prodigués dans cette industrie, et rapport qui n'a pas été rendu public par le ministre de la Santé jusqu'à 4 heures le vendredi après-midi au milieu de septembre, pendant que le procureur général devait poursuivre des cas. Peut-être il pourrait nous dire pourquoi le ministre de la Santé a supprimé les renseignements pour une période de 6 mois. La même question a été posée au ministre de la Santé de temps en temps en Chambre et il a déjà répondu à cette question. Je veux quand même essayer de transmettre ces questions à l'attention du ministre de la Santé. Le député de Mississauga-Est. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre du Revenu. Le ministre va se rappeler qu'on lui a demandé hier s'il va rendre public des rapports individuels de l'évaluation foncière. Je veux aussi qu'il nous dise s'il peut exprimer ses préoccupations
sur l'évaluation et les difficultés que ces évaluations pourront avoir pour certains citoyens. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas rendre public les rapports sur l'évaluation foncière? J'aimerais rendre public tout renseignement que détient le ministère qui serait pour l'intérêt de la communauté entière. Et si par propriété, si les évaluations sur les propriétés étaient rendues publiques, cela va créer un nombre incroyable de rapports et risque de créer un chaos pour la réforme de l'évaluation foncière. Nous sommes très contents de discuter de cette question avec les représentants du ministère parce que nous avons déjà discuté avec les municipalités concernées. Au moment, étant donné que nous avons discuté avec le conseil de municipalité à propos de l'évaluation selon la valeur marchande, nous voulons coopérer, apporter notre coopération pour le bienfait de tous ceux qui sont concernés. Il y a une espèce d'entente avec les municipalités que cela ne fera aucun bien aux contribuables ou aux conseils municipaux, étant donné que nous distribuons ces renseignements par étapes et par région géographique et non par propriété, comme vous l'avez demandé. Tous ces renseignements seront discutés et si les municipalités veulent obtenir ces renseignements et comprennent les difficultés que cela comprenne, nous sommes prêts à leur donner ces renseignements. Question supplémentaire. Dans cette ère d'ouverture et d'honnêteté dont on parle souvent, je trouve difficile à comprendre pourquoi on ne veut pas rendre public ces rapports. En fait, la seule différence qui était, cela venait d'une question du député de Mancini qui a demandé pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas fait. Nous pouvons dire que nous ne l'avons pas fait parce que c'était quelque chose que ne voulaient pas les municipalités. Est-ce que le ministre va accepter de rendre public ce rapport immédiatement afin que le public et les députés de la Chambre puissent savoir quelles sont les conséquences pour les différentes propriétés? J'avais déjà dit que ce qu'il faut faire, c'est discuter avec le président du conseil de la métropole et de ses représentants. Ce sont des gens très capables et ils peuvent discuter au nom des contribuables municipaux. Le député de Hamilton-Est, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Compte tenu d'un article qui est apparu hier dans le Hamilton Spectator à propos du taux élevé d'absentéisme et de maladies des travailleurs d'une usine dans mon comté, est-ce que le ministre peut faire une déclaration en chambre, déclaration qui peut identifier les problèmes qu'on a trouvés dans l'usine, si les travailleurs étaient exposés au BCP et si les travailleurs savaient qu'ils étaient exposés au BPC. J'apprécie le fait que le député a attiré l'attention de la Chambre à cette question et, comme il le sait, le ministre du Travail a juridiction sur la santé et la sécurité au travail et je voudrais discuter cela avec lui parce que c'est quelque chose qui concerne le ministre de l'Environnement aussi en ce qui concerne l'usine. Et je sais que le ministre du Travail va discuter la question d'exposition à ces produits chimiques en usine. Je sais qu'il va parler de cette question en chambre avec moi demain et j'attends de recevoir ces renseignements. Question supplémentaire. Maintenant qu'il est évident, Monsieur le ministre, que nous avons une menace sérieuse pour la santé des travailleurs dans les usines d'épuration, est-ce que le ministre va demander une étude complète de cette question et est-ce que le ministre est prêt à veiller à ce qu'on va mettre sur pied le traitement préalable de tout déchet industriel afin d'éviter la contamination dans les égouts?
à la première partie de la question du député, bien sûr, ce rapport et les autres qui sont à venir, il me semble qu'une telle évaluation de la des problèmes qui existent dans les diverses usines d'épuration serait une bonne idée. Et en collaboration avec le ministre de la Santé qui s'intéresse à la question, mais surtout avec le ministre du Travail, je veux discuter de cette suggestion. Comme je l'avais dit, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. En ce qui concerne la deuxième question à propos du traitement au préalable, un des aspects du livre blanc sur le programme MESA, c'est pour obtenir le type de renseignement comme nous recevons aujourd'hui. C'est d'étudier quels sont les déchets qui entrent dans les cours d'eau sans passer par les usines d'épuration. Et je voudrais dire aux députés que j'étudie sérieusement la possibilité de trouver un moyen de traiter les déchets qui entrent directement dans les cours d'eau. Et le traitement au préalable est une de ces possibilités que je trouve est très valable. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires communautaires et sociales. La question concerne le besoin de logement de notre province. Nous savons aujourd'hui qu'il y a de milliers et de milliers d'Ontariens qui vivent dans des auberges. Il y a plus de 2000 personnes dans cette province qui sont des handicapés mentaux qui vivent dans des pensions. De nombreux vivent dans les rues à Ottawa, Hamilton et dans d'autres villes. Nous parlons des gens qui n'ont pas un toit ou un endroit qu'ils peuvent appeler un chez-soi. Nous faisons face à une crise de logement très sérieuse. Qu'est-ce que le ministre est prêt à faire pour soulager cette crise qui ne fait que grandir pour qu'il y ait davantage de loyers modiques en Ontario? Monsieur le ministre. L'honorable député est au courant que mon ministère doit s'occuper des logements d'urgence, par exemple les foyers d'urgence, et que les logements à long terme, en fait, doivent être référés à mon ministre de Logement. Et il a indiqué au cours de quelques années 3 000 unités de logement de plus, en plus des 6 700 unités qu'il y a eu cette année. Par conséquent, c'est une question à deux volets. Nous tenons compte des foyers d'urgence et celui de logement des foyers permanents. Et à Toronto, dans la communauté urbaine de Toronto, il y a un programme particulièrement aigu parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Est ou de l'Ouest du pays. Et les services sociaux de Toronto a récemment examiné les quelques 2000 dossiers. Il a remarqué que 1300 personnes venaient de l'Est ou de l'Ouest. Et vous savez, on fait de notre mieux pour essayer de veiller à la situation, mais c'est très difficile étant donné les situations. Oui, non seulement été difficile, mais il semble être quelque chose que vous ne pouvez pas traiter parce que ni le ministre de la Logement, ni le ministre des Services sociaux et communautaires ont essayé de collaborer afin de trouver une solution. Quand est-ce que vous allez collaborer et trouver ensemble une politique globale de logement qui tient compte des besoins de la population de nos communautés? Monsieur le Président, pour la première fois dans l'histoire de ce gouvernement, autant que je sache, le ministre du Logement fait partie du comité du cabinet de politique sociale et non pas uniquement de notre comité social. Par conséquent, on peut reconnaître que les problèmes de logement relèvent de problèmes sociaux également. Par conséquent, j'aimerais également ajouter qu'il y a régulièrement consultation entre nos deux ministères pour voir quel genre de logement à long terme il nous faut. Et troisièmement, Monsieur le Président, le ministre de la Santé et mon ministère ont annoncé conjointement avec la municipalité de la communauté de communautés qu'il allait avoir un programme Habitat
pour des logements à long terme, pas à court terme, pour des personnes qui sortent d'hôpitaux psychiatriques. C'est un programme conjoint entre la Ville de Toronto, le ministre de la Santé et le ministre du Logement. Par conséquent, c'est un programme fait à plusieurs groupes ici, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Le député d'Essex Nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Le ministre est certainement au courant qu'en décembre 1985, le ministre du Travail a fermé le service de compost de Windsor-West, de l'usine d'épuration, parce qu'il y avait des problèmes. Et de décembre 1985 à décembre 1986, la ville jette ses eaux usées directement dans les eaux. Et on a obtenu un permis d'urgence pour se débarrasser de ces eaux et les mettre dans le dépotoir de la ville. Et ceci est en vigueur à partir du 1er octobre 1986. Le ministre pourrait-il nous dire pourquoi il a donné son accord pour un nouveau dépotoir d'urgence qui permettra à la ville de se débarrasser de ces eaux usées sans traitement. Comme le ministre va certes le reconnaître, que les opinions sont partagées à cet égard. Si l'on examine les gens de votre circonscription et ceux de la circonscription de Windsor, certes, il faut certes reconnaître que l'une des difficultés ici, c'est que la population de Windsor s'inquiète que si les eaux usées restaient dans les usines, que ça risquerait de déborder et que ça tomberait dans l'eau. Par conséquent, ce n'est pas du tout une solution. Maintenant, quant à savoir où on peut se débarrasser de ces eaux usées, il semblerait que le seul site possible, admissible également, et je crois que certes, l'honorable député serait d'accord avec moi ici, c'est Maidstone. Et on a certes certaines restrictions à cet égard, restrictions temporaires. Et j'espère qu'on tient compte qu'il s'agit d'une question de sécurité. Déjà, on a parlé des problèmes que cela peut avoir. Maintenant, pour les questions de santé, on pourrait en tenir compte parce qu'on pourrait protéger les travailleurs et on pourrait également reprendre les travaux de compostage. Ce n'est pas encore le cas en ce moment, mais nous sommes en train d'œuvrer dans cette direction. Supplémentaire. Monsieur le Président, cette ville, les ministères du Travail et de l'Environnement ont eu déjà 1 an pour résoudre ce problème. Et au lieu de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l'usine, on a tout simplement utilisé le dépotoir de la ville. Et certes, cela va coûter quelques 100 000 $ simplement pour transférer ces eaux usées au dépotoir. Est-ce que le ministre va donc mettre fin à ce permis d'urgence et traiter du problème à sa source, c'est-à-dire dans l'usine d'épuration de la ville de Windsor? Oui, l'un des problèmes que j'ai ici lorsque je le fais avec mon collègue, le ministre du Travail, c'est que est-ce qu'on menace les travailleurs qui travaillent à l'usine de compostage? Et certes, on a toujours une préoccupation à cet égard, mais c'est contrecarré en quelque sorte. Mais je sais que vous ne voudrez pas non plus que j'exerce des pressions trop importantes auprès du ministre du Travail pour que cette activité reprenne comme elle existait autrefois. Par conséquent, moi, je pense, et je sais que l'échevin Bounsell de Windsor a déjà exprimé son opinion sur cette question, et il est préoccupé qu'on puisse trouver un endroit de façon temporaire pour ces eaux usées. Ce n'est pas une solution à long terme. Je pense que l'honorable député est d'accord avec moi. Nous essayons de traiter de cette question le plus rapidement possible, tout en protégeant les travailleurs dans cette région. Avant d'accorder la parole au député suivant, on a également M. Jack Stokes, un ancien président de la Chambre. Il vient de Nipigon.
Le député de Scarborough Centre. Monsieur le Président, la question s'adresse au ministre de l'Éducation. D'après le projet de loi 75, les conseils scolaires ont été élus cet automne par scrutin public et privé. Mais ces conseillers devront démissionner lorsque le projet de loi 30 entrera en vigueur parce que la plupart, ou tous en fait, ont été élus par des conseils privés et donc ne seront plus pourront plus être admissibles pour les conseils publics. Le ministre pourrait-il expliquer pourquoi son personnel n'en a pas parlé au conseil et pourquoi on n'a pas essayé d'organiser la structure de ces élections afin qu'on puisse ne pas avoir à faire face à ce problème? Monsieur le Président, j'aimerais indiquer que les élections pour établir donc ces conseils ne sont pas un échec. Au contraire, on a vu que des bonnes choses, l'enthousiasme, par exemple. Et j'aimerais simplement lui dire quels sont les faits, Monsieur le Président. Et je vais indiquer à l'honorable député que, certes, il arrive quelques exceptions où il faudra faire une deuxième élection, étant donné l'impact du projet de loi 30 et non pas 75. Et les conseillers scolaires auxquels vous faites allusion devront donc resubir une élection. C'est le cas parfois, mais nous ne pensons pas que ça ne se produira souvent. Mais ceci permettra donc l'élection d'un nouveau conseiller scolaire au début de 87. Monsieur le ministre, vous savez que le paragraphe 136.13 indique que si une personne a été élue par le conseil public, privé ne peut pas rester au conseil public. Est-ce que pourriez nous dire combien de nouvelles élections auront lieu ce 1er janvier, étant donné votre manque de compétences et votre manque de faculté de traiter de ce problème? Monsieur le Président, certainement, c'est là assez bas de l'honorable député de dire que nous, au sein de ce gouvernement, manquons de compétences. Au contraire, nous sommes très préoccupés, nous sommes très compétents et nous avons su reconnaître les besoins d'après la Constitution et la Charte. Mais si on dit qu'il n'y a aucun représentant des écoles séparées qui ont été choisis, sans savoir qu'il y aurait des conséquences comme nous le connaissons d'ici décembre 86, c'est pas le cas. J'aimerais indiquer au député de Scarborough et à son collègue de Manotick qu'au ministère, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour enseigner non seulement les conseils scolaires, mais toute la communauté de l'Ontario. Et la réponse, par conséquent, Monsieur le Président, c'est que je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup d'élections et lorsqu'on aura besoin d'élections, elles auront lieu. Elles seront tout à fait acceptables et se dérouleront très bien. Nouvelle question. À l'ordre. Député de Lakeshore. Monsieur le Président, j'ai une question à un volet seulement pour le ministre de l'Environnement. Nous parlons justement des usines d'épuration indiquées par d'autres collègues précédents. Certes, cela existe au travers de la province. J'aimerais demander au ministre, est-il d'accord que les industries qui jettent leurs eaux usées dans les eaux devraient être obligées de traiter ces eaux avant de les jeter, puis que dans le fond, beaucoup des problèmes seraient résolus si c'était le cas? Oui. Supplémentaire. Oui. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait expliquer pourquoi ces stratégies industrielles pour la réduction d'impôts ne tient pas compte des 12 000 industries qui jettent leur eau usée? Et la question était plus longue et la réponse sera donc plus longue. Monsieur le Président, j'ai deux choses ici à indiquer. Premièrement, il n'est pas juste de dire qu'on ne peut pas traiter de ces questions, comme les députés le sauraient. L'une des options que j'ai indiquées, c'est l'option que j'ai indiquée aux députés de Hamilton East, c'est-à-dire le traitement avant de le jeter. Et une autre possibilité, ce serait un arrêté municipal qui serait en vigueur dans plusieurs municipalités de la province
et on pourrait traiter donc de substances qui entrent dans l'épuration et dans les égouts plutôt. Et on pourrait également tenir compte que les usines d'épuration elles-mêmes doivent avoir des eaux qui sortent de leur usine qui respectent les normes et que, de toute façon, il faut s'assurer que ce qui rentre soit acceptable. Mais j'aimerais également indiquer à l'honorable député que le programme, ou plus particulièrement le livre blanc, tient compte de soumissions de plusieurs groupes, de plusieurs personnes, et nous sommes tout oreilles, et nous sommes toujours prêts à écouter les idées de l'honorable député et d'autres honorables députés. À l'ordre, l'honorable député ou les députés de Lincoln. Oui, ma question s'adresse au procureur général. Cela tient compte de certains renseignements qui n'ont pas été divulgués, auxquels a fait allusion le député de York South. Je me demande si, pendant que le procureur examine ces allégations de non-divulgation de renseignements, s'il pourrait également vérifier le rapport Sam Roots, qui, d'après ce que nous avons compris, se trouve prêt à être lu depuis juin dernier. Supplémentaire. Oui. Nouvelle question. Le député d'Ottawa Centre. Ma question s'adresse au procureur général. Le ministre semble maintenant de lancer une nouvelle ère de réforme sociale. Par exemple, les droits de visite aux personnes qui n'ont pas le droit de garde de leur enfant, en général les pères. Mais on ne sait pas encore quelles seront les réformes qui tient compte, ou plutôt qui affectent les mères et les enfants, qui a été approuvée par la législature voilà quelques mois et promis donc. Où se trouve-t-elle? J'ai indiqué à l'honorable député hier, lorsque je l'ai rencontré dans l'édifice, que nous sommes en train de voir comment on pourrait élaborer un mécanisme qui simplifierait toutes ces actions. Et nous avons vu ce qui se passe au Manitoba, qui certes est à l'avance. Certaines de nos collègues sont tout à fait au courant. Et il y a certaines suggestions quant à la façon dont on pourrait avoir une loi qui serait efficace. J'espère que les résultats seront donc plus intéressants. Monsieur le Président, je me demande si le procureur général pourrait nous expliquer pourquoi, lorsque nous étions en comité et qu'on en discutait, il a indiqué que son mécanisme serait là d'ici septembre et maintenant il reporte sans arrêt. Et peut-être il pense que de puiser dans les ressources de Manitoba serait une solution, étant donné qu'il en pense tant de bien. Eh bien, le retard a été un résultat de la complexité du système qui prévaut en Manitoba, parce qu'il y a beaucoup de bassins de population en Ontario qui sont 8 à 10 fois supérieurs à ce qui existe au Manitoba. Je remercie la suggestion de l'honorable député. Certes, nous devrons nous inspirer du modèle qui existe au Manitoba. C'est un bon modèle. Et on pourrait peut-être avoir un système comme le leur ou peut-être même meilleur. Nouvelle question. Le député de Mississauga Sud. Ma question s'adresse au ministre des Affaires civiques et culturelles. Tout comme le ministre est au courant, le comité permanent des commissions et projets de loi discute en ce moment d'un projet de loi numéro 7. Et la question que je pose donc au ministre est que dans sa lettre du 27 octobre adressée au président de ce comité, elle indique, en tenant compte de la loi sur la bibliothèque, la loi n'encourage pas et ne tient pas compte d'un conseil de bibliothèque par un comité. Ma question est donc, est-ce que la ministre, maintenant qu'elle connaît plus de renseignements ici, qu'il faut certes apporter certaines modifications à cette loi sur les bibliothèques? Non, je ne pense pas qu'il faille apporter de modifications supplémentaires. Et ma supplémentaire s'adresse au ministre. Si elle ne pense pas qu'il faille apporter des modifications à cette loi, alors j'aimerais savoir qu'y a-t-il de différent à Huron County et qui pensent qu'elles peuvent appuyer le projet de loi 7. Eh bien, la loi de bibliothèque comme elle existe en ce moment
permet aux conseils municipaux et autres de voir où il y a des lacunes. Et je crois que c'est là la juridiction de ce ministère, dans tous les autres cas. Et je suppose également dans le cas de la bibliothèque de Huron, on a traité de ces questions. Et ceci, donc, à mon avis, ne nécessite pas une modification. Au contraire, on a beaucoup de jeux par le truchement de ce projet de loi ou de cette loi pour interpréter et modifier. Député de Scarborough-West, nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre du Revenu. Le ministre des Services sociaux et communautaires a parlé donc hier et j'ai parlé des dépenses budgétaires. On n'a pas reçu beaucoup de réponses. J'ai une question précise. Avez-vous examiné et allez-vous examiner la possibilité d'offrir à la communauté des personnes handicapées les mêmes droits auxquels ont droit les personnes âgées, c'est-à-dire une réduction d'impôt qui n'est pas offerte aux personnes qui vivent dans leur propre foyer et que, en fait, on devait avoir 500 $ et que maintenant, c'est seulement 300 $ aujourd'hui par rapport à 500 en 1989. Oui, nous sommes en train d'examiner, certes. Supplémentaire. Bon, supplémentaire. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir l'entendre sous peu? Est-ce que vous pensez que ce sera avant que Rick Hansen ne quitte la province pour qu'on puisse obtenir une réponse sous peu et au lieu d'attendre des semaines? Eh bien, ce serait peut-être induire en erreur qu'on puisse réagir si rapidement. Je suis peut-être un peu conservateur de la façon dont je réponds, mais je crois que la communauté réagit très bien à la présence de M. Hansen. Et si j'ai bien compris, c'est ce qu'il soit présent demain et j'ai certainement hâte de le voir. La période des questions orales.